Alors, bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur Melki. Ce soir, on se retrouve comme tous les soirs sur Menora Live avec Monsieur Melki, qui est coach en neurosciences. Ce soir, on retrouve un thème qui est central parce que c'est vrai qu'on est tous le résultat d'un héritage éducatif, familial, historique, culturel, social et religieux. Et cet héritage, parfois, il peut nous prédestiner et il peut nous être difficile de se différencier de cet héritage. Alors, véritablement, être soi-même s'avère être un défi permanent. Et c'est la question à laquelle M. David Melki va tenter une approche ce soir. Merci beaucoup, M. Melki, de nous faire l'honneur de votre venue. C'est un grand plaisir à chaque fois de vous recevoir. Et voilà, dès que vous êtes prêts, je vous invite à prendre la parole. Et voilà, on va attendre que tout le monde arrive doucement, doucement. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup pour cette introduction. J'espère que vous m'entendez bien. Juste pour confirmer, est-ce que le son est bon Oui, avant de parfait. démarrer? Et le cadre aussi, très, très bien. Ok, super. Génial. Bon, alors, à nouveau, merci beaucoup pour cette introduction. C'est toujours un très grand plaisir pour moi de venir partager ces quelques moments avec vous. Euh, et je vous remercie d'ailleurs de prendre de votre temps également pour vous libérer en soirée et de prendre du temps pour vous ressourcer autour d'un très beau projet. C'est celui à chaque fois d'aborder des thématiques différentes, que ce soit en développement personnel ou que ce soit en Torah. C'est toujours très, très enrichissant. Et donc, je remercie déjà par avance toute l'organisation de Menorah Live pour cette formidable entreprise. Alors, écoutez, si vous êtes d'accord et si vous êtes bien installés, alors je vous propose qu'on démarre cette conférence autour effectivement de cette question, être soi, comment être soi-même. Alors, vous le savez peut-être déjà que j'aime beaucoup aborder toute conférence avec une petite histoire d'introduction. Alors, nous n'allons pas déroger à la règle. Alors bon, cette histoire, c'est une histoire d'un jeune enfant qui observe son grand-père avec son ancien crayon en train de rédiger une petite lettre ou d'écrire quelques phrases sur un morceau de papier. Et puis ce petit enfant se rapproche de son père, de son grand-père, pardon, et lui dit dis-moi, papy, dis-moi, papy, j'ai une question. Est-ce que ce que tu es en train d'écrire, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser? Alors évidemment, son grand-père, qui avait un petit peu de pédagogie, lui a dit, bah, écoute, je vais essayer de t'apprendre un message, peut-être pas de ce que je suis en train d'écrire, mais de l'outil que je suis en train d'utiliser. Alors, le grand-père tend le crayon à son fils, à son petit-fils, et lui dit, ben, écoute, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cet outil, dans ce crayon? Bon, bah, l'enfant regarde le crayon, c'est un crayon comme il a au GAN, comme il a à l'école. Voilà, un crayon basique, banal. Il lui dit, bah, écoute, je ne vois rien d'extraordinaire. Et puis, son grand-père lui dit, écoute, je vais t'apprendre 5 points essentiels et écoute bien ce que ce crayon peut m'apprendre. Alors, la première chose, c'est que il y a toujours une main qui va diriger le crayon. Alors, évidemment, nous sommes tous croyants et nous savons que nous avons tous une main divine. Toujours la présence d'Akadosh Baruch Hu, évidemment, est celle qui dirige nos pas. Comme le pasuk le dit, mais Hachem mitzadegav al-konam. Les pas de l'homme sont dirigés par Dieu. La deuxième chose que le grand-père dit à son petit-fils, il lui dit, tu sais, ce crayon, parfois, pour qu'il soit plus pointu, pour qu'il soit plus précis, il faut parfois l'aiguiser un petit peu, il faut parfois le tailler. Alors c'est vrai, le crayon, il va avoir un petit peu mal, mais c'est une phase obligatoire. On est obligé un petit peu de se raffiner, de travailler sur soi, justement pour dévoiler cette fameuse personnalité, la personne que nous sommes réellement.
Et puis il lui dit, sache également que même si parfois tu fais une petite erreur, l'avantage d'un crayon, c'est que toujours tu peux utiliser une gomme, tu peux effacer l'erreur que tu as faite. Et puis il lui dit, tu sais, c'est vrai qu'avoir un beau crayon d'une belle couleur, alors c'est vrai, c'est sympathique, c'est quelque chose même de très agréable d'avoir un crayon avec des petits artifices, mais le plus important dans un crayon, c'est que la mine, l'intérieur, soit d'excellente qualité. Et puis le dernier point, c'est il faut que tu saches que tu le veuilles ou pas, un crayon laisse une trace. Un crayon laisse une trace. Alors même, certes, si tu vas pouvoir la gommer peut-être, comme je pu te le dire, mais tout de même, ce crayon laisse une trace. C'est-à-dire que il faut que tu prennes conscience que les actions que tu vas faire ou les choix que tu vas faire vont forcément avoir un impact sur ton entourage et évidemment sur toi-même. Alors j'ai trouvé cette histoire extraordinaire. Et alors évidemment, c'est un petit peu la trame de la conférence de ce soir. C'est tout d'abord passé par le fait que, évidemment, nous avons la chance d'avoir cette Neshama Elokit, cette part divine qui est en nous, cette connexion perpétuelle et éternelle que nous avons avec Akadosh Baruch Hu, c'est celle qui permet justement d'avoir cette confiance euh, auprès du Créateur. Ça, c'est le premier point. Et donc, c'est cette main qui dirige le crayon. Et puis, nous avons cette phase de taille-crayon, c'est cette phase dans laquelle on doit dévoiler un petit peu notre part intérieure, cette mine dont nous allons parler ce soir. C'est qui nous sommes réellement. Qu'est-ce que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes? Quelles sont réellement nos facultés? Qu'est-ce que parfois nous empêche de les révéler? Et puis, évidemment, nous sommes toujours dans la possibilité à pouvoir revenir sur un certain nombre de choses, mais toujours en ayant la conscience que les marques que nous allons faire et les choix que nous allons faire vont laisser forcément une marque sur notre avenir. Maintenant, voilà, une fois qu'on a introduit par cette histoire, alors c'est évident que ce que j'espère vraiment, c'est qu'à travers ce cours, donc nous allons passer ensemble environ 40-45 minutes et puis on laissera du temps pour les questions. À travers cette conférence, à travers ce cours, vous allez sortir avec des outils, des réels outils pour évidemment déjà répondre à la question comment révéler notre part intérieure et puis essayer vraiment d'essayer de le mettre en pratique de manière concrète. Alors, sans plus tarder, je vais partager mon écran avec vous. Alors, si vous le permettez, voilà. Voilà. Je pense que vous voyez mon écran maintenant. Alors, je vais juste faire un petit... Voilà, c'est parfait. OK. Alors, écoutez, je vais vous demander de faire un petit exercice avec moi, très sympathique. Alors, je sais que peut-être certains euh, écoutent uniquement la conférence, mais je vous demande vraiment pour quelques instants de prêter attention à l'écran. Et on va faire un petit exercice ensemble. Alors, je vais projeter une vidéo et essayer, en regardant cette vidéo, de, de vous imaginer, dans un premier temps évidemment, ce que vous voyez, et puis analyser votre réaction intérieure une fois que vous découvrez ce que cette vidéo vous propose. Alors, elle ne dure pas très longtemps. Euh, alors, on va y aller. On y va.
Voilà. Donc, cette vidéo se termine ici. Alors, voilà. Donc, cette vidéo se termine ici. Et comme vous avez pu le constater, moi en tout cas, quand je l'ai visionné, j'étais vraiment très, très surpris. Alors évidemment, il y a quelques éléments qui sont vachement, voilà, vachement simples à, à retrouver. Et puis, il y en a d'autres que j'étais vachement surpris. Alors, je ne sais pas si tout le monde partage avec moi, mais lorsque j'ai vu la petite capsule de Coca-Cola, j'étais sûr que c'était justement l'image d'un poivron. Et puis là, soudainement, je remarque en fait, c'est la capsule d'une bouteille de Coca. Et puis comme ça, avec d'autres objets. Alors, je vous laisserai après, si vous voulez, partager avec vous votre expérience lorsque vous avez regardé cette vidéo. Mais ce qui est vachement intéressant à comprendre, c'est le fonctionnement de notre cerveau. Le fonctionnement de notre cerveau, c'est l'analyse de ce qu'il voit, de ce qu'il perçoit et la façon dont il s'approprie la réalité de ce qu'il voit. Et ça, c'est une base qui est fondamentale. C'est une base fondamentale tout simplement parce que à travers ça, on va voir que nous allons avoir un certain nombre de paradigmes, un certain nombre d'éléments, un certain nombre de lois dans lesquelles on s'est installé de manière un peu systématique. Et puis, nous avons une certaine perception de la chose, mais en fin de compte, intérieurement, nous sommes totalement différents. On peut croire que notre soi intérieur, la personne que nous sommes, c'est une certaine image, et en fin de compte, c'est complètement autre chose. Alors, pour comprendre tout ça, il y a une idée intéressante, qui est celle justement que notre société gravite autour du fait que nous sommes surtout jugés, non pas sur ce que nous sommes, mais sur ce que nous faisons. Autrement dit, c'est sur ce que je produis. Quelque part, c'est en fonction de mes études, c'est en fonction d'un certain nombre d'éléments, du nombre d'années que j'ai pu exercer un métier, euh, de mes réussites, et ainsi de suite. Donc, on a un petit peu comme notre CV qui englobe la personne que nous sommes, et lorsqu'on est en contact avec le monde extérieur, ce monde extérieur, puisqu'il nous évalue en fonction de ça, alors quelque part, c'est aussi notre évaluation propre, mais elle est totalement faussée, exactement comme cette vidéo. Ce n'est pas parce que je vois ce fil avec ce morceau de tissu que je pense que c'est peut-être un beau vêtement ou un fil de tissu dans un vêtement, mais c'est loin de là. En fait, c'est tout simplement un sachet de thé. Donc, parfois, cette perception extérieure, qui est totalement en décalage avec la réalité, on essaie de se l'approprier. Et pas seulement on essaie de se l'approprier, ça devient une part de nous. Un enfant, quand il naît, toute son envie, c'est uniquement de l'expérimentation. Il expérimente tout, il regarde, il essaye. Et je parlais récemment avec un ami, et il me parlait d'un sujet d'éducation, et il me disait, écoute David, regarde, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que des enfants puissent commencer à être un petit peu plus assidus, assis, en train d'étudier. Alors je lui ai dit, je considère il y a ici une notion qui est peut-être qui n'est peut-être pas au bon endroit, qui n'est peut-être pas réfléchie correctement. De quelle notion s'agit-il? Je lui dis en fait, la difficulté, c'est que le système scolaire propose une façon d'étudier dans laquelle nous sommes limités. Alors évidemment, il faut un cadre. Évidemment, il faut un lieu prédisposé à l'étude. Mais en fin de compte, à n'importe quel instant, à n'importe quel moment, je suis en train d'étudier, je suis en train d'apprendre. Il suffit que je prenne ma voiture pour faire un trajet, je suis dans un apprentissage, puisque le même trajet que j'ai fait peut-être 100 fois, aujourd'hui ne sera pas le même. Lorsque je prends un légume et je l'épluche, je suis également dans un apprentissage parce que mon cerveau, il va émettre aussi un certain nombre d'automatismes,
mais il y aura d'autres choses, la dextérité, de quelle façon je vais le prendre, quel outil je vais utiliser, etc., qui vont être totalement différents. Donc, en fait, cette approche de l'apprentissage constant, c'est celle qui va refléter non pas mes acquis antérieurs, mais surtout la personne que je suis. Qui je suis au moment où je suis en train d'exercer l'action que je suis en train de faire, ce que je suis en train de faire, qui je suis réellement. Parce qu'en fonction de qui je suis, à ce moment-là, l'impact sera totalement différent. Prenons un exemple, c'est que pour répondre à la question de cet ami qui m'a été posée, c'est en fin de compte, lorsqu'un enfant prend conscience que l'apprentissage, c'est quelque chose de constant, c'est quelque chose de transversal, c'est quelque chose qu'à n'importe quel moment, il va se retrouver confronté à l'apprentissage, alors il ne va plus être effrayé par le fait de se retrouver dans un cadre qui, ce cadre-là, l'apportera dans un apprentissage. Et de la même façon dans n'importe quel domaine de notre vie. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on laisse transparaître ce phénomène de société plus que ce que nous sommes réellement? Comment ça se fait que nous sommes dans cet engrenage dans lequel, quelque part, on a besoin de prouver, on a besoin d'être à travers ce que les autres nous apportent comme image ou comme bonne ligne de conduite. Alors, puisque nous avons, autant qu'être humain, nous avons une peur qui est une peur de l'échec, une peur de ne pas être accepté et une peur également de ne pas être à la hauteur. Et on pourrait en énumérer d'autres, chacun selon son état interne. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que nous mettons en place un système de protection qui s'appelle tout simplement le contrôle. Donc, la question qu'on pourrait se poser, la première question, c'est est-ce que forcément tout doit être dans le contrôle? Est-ce que forcément je dois absolument tout contrôler? Alors, j'ai envie de vous dire par rapport à ce point-là, qu'il y a une expérience donc d'un psychologue qui s'appelle donc Milgram, une expérience très connue. Vous avez certainement entendu parler. Alors, je vais vous faire rapidement ici un topo de cette expérience. Vous pourrez évidemment rechercher sur Internet davantage d'informations sur le sujet. Mais ici, dans cette image que vous voyez à l'écran, alors vous voyez d'un côté, donc voilà la personne qui est dénommée ici le E. Alors, c'est une personne qui va dicter à la personne A, donc les deux sont complices, le E et le A sont complices, donc va lui dicter un certain nombre de mots qu'il devra retenir. La personne S, on va l'appeler l'élève, donc il a devant lui une plaquette avec le moyen d'envoyer une décharge électrique à chaque fausse réponse de la personne A. Maintenant, évidemment, tout ça, c'est une mise en scène. La personne A va mettre en scène le fait qu'il reçoit une décharge électrique. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a plusieurs boutons, le S, et donc plus les réponses vont être erronées, donc plus il va aller crescendo, il va donner une décharge plus forte à la personne A. Maintenant, le rôle qui joue la personne E, c'est le rôle justement de, entre guillemets, mettre la pression à S pour qu'il exécute ce qu'on lui a demandé de faire. Alors, ce qui est vachement étonnant, c'est que la personne donc, qui doit exécuter, qui doit envoyer les décharges électriques, on remarque que quasiment à 60%, toutes les personnes écoutent à la lettre ce que eux leur dit de faire. C'est-à-dire qu'au moment que A se trompe, E lui dit, tu envoies la décharge de 12 volts, de 24 volts, de 150 volts, de 230 volts. Alors évidemment, A, il va faire une mise en scène de plus en plus grave. Et puis, il y a un moment donné où l'élève, S, va se retourner, va dire, c'est, j'en peux plus, c'est pas possible. Mais il va être tellement sous l'emprise de E, donc de cette personne qui pose les questions, qu'il va quasiment plus réussir à s'en défaire. Alors, évidemment, cette expérience de Milgram, c'est une expérience de société
extraordinaire, c'était dans les années 60, et il a prouvé comme quoi justement la personne, nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes tellement assujettis aux éléments extérieurs que parfois nous sommes capables d'aller beaucoup plus loin et faire même des choses qui sont complètement contraires à la personne que nous sommes intérieurement, tout simplement parce que ce phénomène de société nous embarque dans quelque chose d'incompréhensible, dans quelque chose dans lequel nous n'avons plus la maîtrise. Et on n'arrive pas à avoir le discernement nécessaire pour justement dire, en fait, à partir de là, je m'arrête. À partir de là, c'est plus moi. À partir de là, c'est plus dans mes valeurs. C'est plus dans ma conscience, dans ma façon de vivre, etc., etc. Donc déjà, cette expérience de 1000 grammes justifie justement ce que j'étais en train de vous dire juste avant. Est-ce qu'on doit être forcément dans le contrôle? Alors j'ai envie de vous dire que si nous sommes assujettis, si nous sommes contraints à ce phénomène de société tel que 1000 grammes nous l'a exprimé, c'est que, en fait, ce contrôle, c'est un élément de protection dans lequel on veut être dans un paraître qui est nécessairement, on va dire, acceptable autour de nous. Mais le fait de s'accepter tel que nous sommes, évidemment, comme on le verra plus tard, avec nos points, avec nos défauts, avec nos échecs, avec nos qualités, c'est le réel enjeu de ce que nous avons besoin aujourd'hui, beaucoup plus, surtout dans l'ère des réseaux sociaux, etc. Mais on en touchera un mot un petit peu plus tard. Alors, nous venons de dire que nous sommes donc assujettis un petit peu aux événements extérieurs. Alors, ce que je vous propose, c'est plutôt de penser que les efforts m'appartiennent, mais les résultats ne m'appartiennent pas. C'est-à-dire, quand je commence à entreprendre quelque chose, alors le monde extérieur ou ma propre perception dans laquelle j'étais cultivé, c'est celle qui pourrait me dire, en fin de compte, l'essentiel, sur quoi je vais être jugé, en quoi réellement l'environnement, les personnes, mon patron, ma famille, etc., etc., sur quoi je vais je vais être noté, c'est sur mes résultats. En fin de compte, pas du tout. Surtout parce que la Torah nous apporte un éclaircissement sur ce sujet. Parce que vous savez, comme on l'a dit, mais Hachem, Itzadega, Valkonan, où les pas de l'homme sont dirigés par Akadosh Baruch Hu, et nous le voyons également dans toute l'histoire de la sortie d'Égypte avec Moshe. On remarque au moment où Moshe se trouve devant le Sne, devant ce moment où Akadosh Baruch Hu se dévoile à lui, la première chose qu'il dit, en fait, je suis désolé, mais je n'ai pas les capacités, je ne peux pas. Et Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, lui dit, en fin de compte, moi, ce qui m'intéresse, c'est que le peuple juif puisse sortir d'Égypte. Après, de quelle façon, de quels moyens? Oui, certainement, il y aura des difficultés. Comme on voit que le cœur de Paro a été endurci davantage, on voit que justement, il y a eu plein d'événements. Le peuple juif lui-même n'était pas totalement en cohésion avec ce qui était en train de se passer. Ils avaient vécu plusieurs dizaines d'années en Égypte. Et puis là, ils se retrouvent dans une phase de libération. Alors oui, mais ce qu'Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe à ce moment-là, c'est commence à entamer un processus d'effort. Le résultat ne t'appartient pas. Même si demain tu as un examen extrêmement important, mets en place tout ce qu'il faut pour le réussir. Mais en fin de compte, le résultat, de deux choses l'une. Ou bien Akadosh Baruch Hu veut que tu obtiennes ce résultat, et tant mieux. Mais si tu n'obtiens pas ce résultat, c'est que forcément, Akadosh Baruch Hu a voulu de toi que le résultat soit autrement. Donc ce n'est pas vis-à-vis de toi, parce que l'essentiel, c'est que tu aies mis les efforts nécessaires pour pouvoir atteindre ce que tu fais. Donc déjà ici, nous voyons que nous avons un élément supplémentaire, c'est que ce que la société juge comme important, c'est-à-dire le résultat du produit fini que je propose,
en fin de compte, déjà ici, nous avons un élément qui est complètement faussé. Parce que l'essentiel, c'est l'effort que je mets dans le processus que je vais entamer pour atteindre mon objectif. Maintenant, il nous faut quand même des solutions, puisque vous êtes connectés pour avoir des éléments et des solutions. Donc, comment révéler cette part de soi? Qui sommes-nous réellement? Alors, je vais vous proposer un petit exercice. Alors, vous pouvez le faire, vous n'êtes pas obligé de regarder l'écran maintenant. Mais alors, ce que je vais vous proposer, c'est tout simplement de prendre un objet ou penser à un objet. Voilà, par exemple, si vous portez des lunettes, vous prenez les lunettes. Si vous avez un stylo, le téléphone, n'importe. Voilà, prenez un objet, n'importe lequel. Et soyez attentif à ce que je vais vous dire et répondez à l'intérieur de vous-même aux questions que je vais vous poser. Alors, admettons que par exemple, vous avez choisi de prendre voilà, un stylo que vous avez dans la main. Donc la première question, c'est qu'est-ce que cet objet évoque pour toi? C'est-à-dire, vous réfléchissez, qu'est-ce que l'objet que vous avez choisi évoque pour vous? Voilà, simplement. À quoi il vous fait penser? Très bien. Maintenant que vous avez la réponse, à nouveau, qu'est-ce que cette réponse que vous avez maintenant dans l'esprit évoque pour vous? Donc, par exemple, si j'ai un crayon, j'ai dit, le crayon m'évoque le fait d'écrire. Alors, qu'est-ce que le fait d'écrire évoque pour moi? Maintenant, vous avez une nouvelle réponse. Essayez de penser maintenant, une fois que vous avez cette deuxième réponse, qu'est-ce que cette réponse évoque pour vous, à nouveau? Une fois que vous avez cette troisième réponse, une quatrième fois, ça sera l'avant-dernière, qu'est-ce que cette réponse évoque pour vous? Et puis, une fois que vous avez réfléchi à cette quatrième étape, qu'est-ce que cette quatrième et dernière étape, réponse que vous avez pensée, évoque pour vous? Alors, si on avait été en présentiel, on aurait pu avoir la possibilité d'échanger de manière un petit peu plus interactive. Mais je vous prie juste de prendre quelques instants et réfléchir à la dernière réponse auquel vous êtes arrivé. Moi, personnellement, lorsque j'ai fait cet exercice la première fois, j'ai commencé par un objet et en fin de compte, à la cinquième réponse, je suis arrivé à une chose tellement fondamentale, à la joie, au bonheur, voilà, à des choses fondamentales. Je me souviens plus exactement de quel objet j'avais choisi, mais je suis sûr que vous aussi, au moment où vous êtes en train de réfléchir, vous avez peut-être commencé par un téléphone portable et vous êtes arrivé à quelque chose qui n'a strictement rien à voir. Alors, pourquoi je vous ai suggéré cet exercice? Tout simplement parce que le processus que nous allons essayer de faire maintenant ensemble, c'est celui-là. C'est essayer de retrouver à l'intérieur de vous-même ces éléments, les éléments les plus profonds qui sont en vous, pour déterminer et arriver justement à la réponse. Alors, qui je suis? Quelle est ma personnalité? Quelle est la personne que je suis réellement? Et à travers ça, ensuite, poser des actions et à travers quoi je vais pouvoir justement avancer et m'élever au niveau supérieur dans ma vie. Alors, la première chose, c'est que chacun d'entre nous, certainement, il a des questionnements. Donc, prenez un des questionnements que vous avez actuellement. Donc, si vous vous êtes connecté à cette conférence, c'est certainement que vous vous posez la question du titre de la conférence. Alors, qui suis-je ou qui je suis vraiment? Voilà, vous pouvez le formuler un petit peu comme vous voulez. En tout cas, voilà, vous faites le choix de formuler la thématique qui vous préoccupe comme bon vous semble dans votre esprit. Et maintenant, posez-vous cette question.
en quoi est-ce un problème pour moi? Ce point-là, alors admettons que maintenant, voilà, je suis en train de réfléchir au thème de la conférence, le fait d'être soi. Alors, en quoi est-ce un problème pour moi? En quoi le fait de ne pas être moi-même est-ce un problème pour moi? Essayez de réfléchir à la réponse de cette question. En d'autres termes, en quoi ce point, en quoi ce questionnement euh, en quoi le point d'ancrage, le premier point d'ancrage, est une difficulté. Alors, ou vous pouvez le noter, ou bien vous pouvez évidemment le penser à l'intérieur de vous-même. Alors, continuons. Deuxième question. Quelle serait la conséquence? Donc, une fois que vous avez la réponse à la question précédente, donc en quoi est-ce un problème pour moi? Quelle serait la conséquence si je ne résous pas le problème? Donc, admettons que je suis en train de dire, en fait, j'ai une difficulté, c'est celle que je ne me ressens pas moi-même. En quoi est-ce un problème pour moi? Simplement parce que si je ne suis pas moi-même, je n'arrive pas à m'exprimer, je n'arrive pas à dire les choses telles que je les ressens. C'est un exemple, évidemment. Vous ne devez pas prendre ce que je dis pour argent comptant. Alors, quelle serait la conséquence si je ne résous pas ce problème? La conséquence serait, par exemple, que simplement, je vais rentrer dans une frustration. Ou bien, je vais alimenter une tristesse. Ou je vais rentrer dans une contrariété. Alors, évidemment, ce sont des exemples que je vous donne uniquement pour que vous puissiez comprendre dans quelle démarche faire le travail que je vous propose. C'est OK pour vous? Alors, je vois qu'il y a des messages dans le chat, mais la vérité, je préfère vraiment prendre le temps de répondre aux questions à la fin. Je sais que ça pourrait être un petit peu frustrant, mais c'est tout simplement pour qu'on puisse garder justement l'élan de la conférence. Alors, passons à l'étape, si vous le voulez bien, on va passer à l'étape d'après. Alors, une fois que vous avez établi quelles seraient les conséquences, là où les conséquences, oui, ça peut en être une, ça peut être plusieurs, qu'est-ce que je souhaiterais à la place? Maintenant, vous essayez de vous imaginer, de faire un bond en avant et de dire, OK, je connais maintenant ma situation, je sais intérieurement, j'ai réussi à développer quel est réellement en fait le point qui me dérange. J'ai compris qu'il y aura forcément une conséquence si je reste dans cette situation. Qu'est-ce que je voudrais à la place? En fait, ce que je voudrais à la place, c'est que je puisse m'exprimer librement, que je puisse dire ce que je ressens sans être jugé. Donc, vraiment, prenez le temps de réfléchir à ces questions, même si maintenant, au moment de la conférence, vous n'avez peut-être pas forcément le temps, mais elle sera certainement rediffusée et vous pourrez la réécouter. Sachez juste que ce que je vous propose ce soir, ça fait vraiment partie d'éléments de formation et des outils vraiment extrêmement concrets que vous pouvez utiliser dans n'importe quel domaine de vie. S'il nous reste un petit peu de temps, on pourra en parler en fin de conférence. Une fois que nous avons posé ces questions, alors c'est exactement à l'image du petit exercice que j'ai fait avec vous juste avant de commencer à vous les poser. C'est cet exercice dans lequel, qu'est-ce que cela évoque pour moi? Je commence par un point A et je commence à rentrer intérieurement. Alors c'est vrai que peut-être ça peut être un peu fastidieux parce qu'on commence à révéler en nous des parts dans lesquelles ils sont peut-être un peu inhibés, ils sont peut-être un peu laissés de côté. Mais c'est important de passer ce cap. C'est un peu dans l'image de l'histoire, c'est un peu cette étape dans laquelle je suis en train de tailler le crayon pour que ma mine soit plus performante, plus parfaite, plus précise. Et maintenant, on arrive à une question supplémentaire. Une fois que j'ai établi tout ça, en fin de compte, la question qui pourrait chapeauter l'ensemble de tout ça, c'est alors, qu'est-ce qui est réellement important dans ma vie? Tout simplement parce que une fois que j'ai cet élément, c'est à travers ça
c'est cette boussole qui me permettra d'aiguiller et d'apporter les réponses nécessaires aux situations que je vis en fonction des éléments les plus importants que j'ai cultivés en moi. Et tant que je n'ai pas défini et que ces éléments ne sont pas déterminés, alors forcément, je suis dans le flou, puisque à un moment, je vais me diriger dans cette formulation, dans cette réponse, dans cette approche, dans cette attitude, et quelque part, je vis dans le désordre. Je n'arrive pas à canaliser la personne que je suis intérieurement. Et donc, je pourrais cultiver de la frustration, de la tristesse, de la, de la, de la contrariété, et ainsi de suite. Alors maintenant, une fois qu'on a établi ce schéma, on va passer à l'étape d'après, c'est celle de déterminer qu'est-ce qui est réellement, qu'est-ce qui a de l'importance pour moi dans ma vie. Alors, on va prendre un sujet qui fâche. Alors, ce n'est pas un jeu de mots, si vous regardez l'écran. Est-ce que l'argent est une valeur? Alors, je ne vous demande pas est-ce que l'argent a de la valeur, ça c'est évident. Mais est-ce que l'argent est une valeur? Alors, quand je pose cette question aux gens, j'ai énormément de réponses. Essayez de réfléchir, vous, qu'est-ce que vous aurez répondu à cette question? Alors, il y a certains qui vont dire non, absolument pas, l'argent, attention, non, c'est pas une valeur. Les valeurs, c'est la famille, c'est les amis, c'est l'amour, je ne sais pas, chacun a sa liste de valeurs. Euh, alors, si on va essayer d'aborder autre chose, est-ce que la famille, c'est une valeur? Alors là, vous allez me dire oui, bien sûr, la famille, c'est une belle valeur. Alors, je vais peut-être vous décevoir, mais ni l'argent ni la famille, ce sont des valeurs, car une valeur n'est pas un moyen. Même la famille, même les amis, même l'amour, ce sont un ensemble de moyens. Ce ne sont pas des valeurs. Alors, qu'est-ce qu'une valeur? Qu'est-ce qui est réellement important pour moi? Alors, enregistrez bien et essayez de mémoriser bien cette réponse, cette explication. Posez-vous la question, qu'est-ce que l'argent? Si on parle évidemment de l'argent, est-ce que l'argent est une valeur? Alors non, évidemment, l'argent n'est pas une valeur, l'argent est un moyen. Mais par contre, je pourrais aller plus loin en posant cette question, qu'est-ce que l'argent m'apportera-t-il? Ou par exemple, qu'est-ce que la famille m'apporte? Qu'est-ce que les amis m'apportent? Qu'est-ce que l'amour m'apporte? Qu'est-ce que la synagogue m'apporte? Qu'est-ce que l'école m'apporte? Et ainsi de suite. Vous pouvez poser cette question sur n'importe quel sujet. Parce que même une personne qui dit l'éducation, c'est une valeur, ben, en fin de compte, non, l'éducation, c'est un moyen. C'est un moyen pour que les personnes ou les enfants soient bien éduqués, vivent dans un code social à peu près équilibré. Bon, mais ce n'est pas une valeur. Par contre, si vous posez la question, qu'est-ce que l'éducation m'apporte? Alors à ce moment-là, je vais forcément arriver à quelque chose de plus profond. Alors, je vous propose, si on reste sur le domaine de l'argent, parce que je sais que parfois c'est un sujet un peu tabou, mais c'est pas grave. Euh, alors, qu'est-ce que l'argent m'apportera-t-il? Si maintenant je gagne beaucoup d'argent, si maintenant j'ai beaucoup d'argent, qu'est-ce que l'argent m'apportera-t-il? Alors, par exemple, je pourrais formuler la chose de la manière suivante. Par exemple, je pourrais dire que posséder de l'argent m'apportera de la sécurité. Euh, L'argent peut m'apporter de la liberté. Bah, tout simplement parce que voilà, quand j'ai un certain voilà, quand j'ai de l'argent, bah, je sais que je n'ai pas besoin de stresser, je n'ai pas besoin d'être angoissé. Je suis un petit peu plus libre. Alors attention, quand je parle de liberté, ça ne veut pas dire forcément faire ce que j'ai envie, mais liberté, ça veut dire que je peux réaliser des projets que je ne pourrais pas faire. Alors, je vous invite aussi à réfléchir par vous-même. Qu'est-ce que, par exemple, vous pouvez prendre l'argent, mais vous pouvez prendre évidemment d'autres sujets. Et encore une fois, vous posez la question, qu'est-ce que qu'est-ce que cette chose, qu'est-ce que ce sujet, qu'est-ce que cette, cette valeur, on va dire, un peu brute, pourrait m'apporter. Alors, donc, vous avez bien compris, c'est que nous sommes en train de travailler sur une chose essentielle,
c'est nos valeurs intérieures, c'est ce qui est extrêmement important pour nous. Et vous allez voir qu'à travers ça, ça va vraiment devenir votre charte de vie. Ça va devenir votre mode d'emploi intérieur. Pas celui que la société vous impose, pas celui que, comme on l'a dit dans l'expérience de 1000 grammes, pas celui qui est euh, voilà, obligé ou bien contraint par le monde et l'environnement extérieur. Mais c'est une évidence parce que plus nous ne sommes pas clairs avec nous-mêmes, plus l'environnement peut nous perturber. C'est comme une personne qui n'est pas suffisamment bien équipée sous la pluie ou dans la neige ou dans le froid. Alors, il va dire, je ne comprends pas, j'ai toujours froid, c'est quoi ce temps? Équipe-toi correctement, fais en sorte d'être équipé et tu verras que quand tu seras en contact avec le monde extérieur ou quand tu seras en contact avec toi-même, tu seras beaucoup plus cohérent. Donc, avec cet ensemble de questions que nous venons de voir, alors on va arriver justement à la source de la difficulté. Et puis maintenant, nous sommes en train de travailler sur la solution. Nous sommes en train de travailler sur la valeur, sur la chose qui est importante pour moi. On le voit également dans l'ensemble de l'histoire d'Am Israël. Alors, on n'a pas trop le temps de prolonger sur le sujet, mais on le voit justement qu'il y a un moment donné où les Bnei Israël devaient se positionner par rapport à Kadosh Baruch Hu et devaient faire le choix de qu'est-ce qui est réellement une valeur pour eux. Le Chet Haegel a été un élément perturbateur, simplement parce qu'ils n'avaient pas eu le temps encore de travailler leur valeur intérieure. Ils avaient fait un amalgame. Ils ne comprenaient pas exactement qu'est-ce que signifiait être attaché à Dieu. Donc, comme ils n'avaient pas encore travaillé tout ça, il suffit qu'il y ait un petit élément perturbateur, c'est que déjà, ils sont partis se rabattre. Et vous savez, il y a beaucoup de personnes qui prônent, moi je cherche la liberté absolue, je cherche voilà, à aller m'éclater dans toutes les choses que le monde pourrait me proposer. Mais en fin de compte, ce mode de réflexion, euh, de manière totalement objective, pardon, si on essaie de réfléchir, c'est un mode de fonctionnement qui est totalement dirigé vers soi, dans le sens où il n'y a aucun but. Cet individu n'a pas travaillé réellement les choses qui sont importantes pour lui. Donc, comme il n'a travaillé absolument rien qui est important pour lui, alors il essaye d'être au contact avec les éléments extérieurs qui pourraient lui apporter ce pseudo-équilibre intérieur. En fin de compte, tout reste éphémère puisque les éléments essentiels n'ont pas été travaillés. Alors, je vous propose donc de faire ce travail sur les valeurs. Alors, il y a ici un petit tableau. Alors, vous pouvez écrire d'un côté ce qui est important pour vous. Ensuite, vous écrivez qu'est-ce que cette chose-là vous apporte. Donc, vous écrivez 3 choses, au moins 3 choses. Parmi ces 3 choses, vous faites un choix. Parmi les 3, vous choisissez le mot phare. Et ensuite, vous essayez de classer, si vous devez garder que un parmi les 3, donc lequel vous allez garder. Donc déjà, dans l'avant-dernière case, vous choisissez le mot qui vous parle le plus, et après, vous choisissez. Donc, prenons un exemple ensemble. Ce qui est important pour moi, c'est l'éducation de mes enfants. Alors, qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'apporte... Alors, non, on va prendre un exemple différent. Tenez, je veux prendre un exemple différent. Un exemple un peu plus concret. Donc, admettons qu'il y a un père ou un papa, une maman, père, mère de famille, qui disent, bon voilà, la table de Shabbat, pour moi, c'est un moment extrêmement important. D'accord? Donc, ce qui est important pour moi, c'est que à la table de Shabbat, je puisse dire un mot de Torah. Alors, qu'est-ce que cela m'apporte? Cela m'apporte de la satisfaction, m'apporte
de la joie et m'apporte, je ne sais pas, du bon temps avec mes enfants et ma famille. Alors, c'est quoi le mot qui me parle le plus? Alors, on va dire satisfaction. Alors, maintenant, vous classez. C'est lequel que je vais garder? Est-ce que c'est satisfaction ou est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est d'autres mots? Ça, c'est le premier job. Ensuite, ça, voilà, ça, une fois que vous avez fait ce premier travail, on va dire, de tri, vous commencez à lister vos valeurs. Alors, le plus important, on va dire, avec le temps, c'est d'essayer d'avoir au moins 5 valeurs phares. D'accord? Donc, vous prenez donc la valeur, ça peut être l'éducation, ça peut être n'importe, et vous répondez à la question, qu'est-ce que je dois faire pour vivre plus, ça veut dire davantage, cette valeur dans ma vie? Alors, qu'est-ce que je devrais faire? Si c'est l'éducation de mes enfants, si c'est la famille, si c'est mon couple, qu'est-ce que je dois faire? Et ensuite, sur quelle action je vais devoir m'engager pour que concrètement, cette valeur puisse être mise en place. Vous allez voir que à travers ce travail, alors évidemment, ce n'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts, mais si on reprend la première histoire que j'ai racontée, c'est vraiment ce travail de la mine intérieure, de la cultiver, de la préserver, de la renforcer, parce que c'est réellement à travers ça, à travers ces valeurs, à travers ces listes des choses importantes, que la personne que nous sommes va refléter à l'extérieur. Si demain vous êtes enseignant ou enseignante, ben, quand vous allez venir devant la classe, c'est pas tellement le cours que vous allez préparer. Bien sûr, c'est important de préparer son cours, mais c'est ce que vous allez véhiculer autant que personne. C'est vos valeurs. Quand vous allez être en entreprise, c'est vos valeurs qui vont être mises en avant. C'est la personne que vous êtes. Et permettez-moi de conclure avec une histoire qui m'a beaucoup plu. C'est un roi qui, malheureusement, n'avait pas d'enfant pour la succession de son royaume. Alors, il fait un appel et il dit, bah, je vais essayer de trouver dans le royaume les personnes, les enfants qui sont le plus raffinés, les plus sages. Et donc, l'enfant qui va être choisi, c'est lui qui va apprendre, qui va continuer, qui va prendre le trône après mon départ. Et puis, effectivement, il y a une grande sélection. Et puis, il y a les 3 enfants qui ont été sélectionnés. Et le roi leur fait un certain nombre d'épreuves. Et puis, la dernière épreuve, c'est celle où le roi donne à chacun des enfants une petite graine de maïs, ou voilà, d'autres choses. Il leur donne entre les mains, il leur dit, voilà, je veux que vous cultiviez cette graine. Et dans quelques semaines, vous revenez vers moi avec une belle plante. Et celui qui aura la meilleure plante, c'est celui qui pourra gagner le trône. Bon, tout le monde était choqué. C'est quoi cette histoire? C'est quoi? Alors, on va terminer ce concours avec une histoire de jardinage. Alors, le roi dit non, non, ne vous inquiétez pas, tout est très logique. C'est tout simplement parce que le roi doit aussi connaître, doit être aussi conscient de l'agriculture. C'est un enjeu extrêmement important, etc., etc. Peut-être ça pourrait être voilà, une bonne suggestion aussi pour notre gouvernement actuel d'être un petit peu plus concerné par la réalité. Alors, en tout cas, donc, ces enfants prennent cette graine. Et puis, il y a un des enfants qui rentre à la maison. Il prend le pot, il met de l'engrais, il met du terreau. Voilà, il plante correctement la petite graine. Il arrose minutieusement tous les jours. Il fait vraiment très, très, très attention. Et puis, là, il remarque que, en fait, la plante ne prend pas. Et puis, il est extrêmement déçu. Voilà, il fait très attention, il essaye. Et puis, les jours passent et il voit qu'il n'y a absolument rien qui pousse. Alors, il va voir ses parents et il dit, voilà, qu'est-ce que je fais? Alors, à certains de ses amis, à certains des membres de sa famille, ils disent, bah, c'est pas grave, va au marché et achète une graine, de maïs et tu la plantes, c'est pas la fin du monde. Et puis il lui dit, non, 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 mais je suis sûr que si le roi m'a donné cette graine,
c'est sûr qu'il y a quelque chose d'important, c'est sûr qu'il y a quelque chose de particulier, je ne peux pas faire ça. Et puis le temps passe et évidemment, sa plante ne prend pas et il se retrouve avec un pot rempli de terreau, mais sans plante. Et puis le jour J arrive, ils doivent se réunir et se retrouver, ces 3 garçons devant le roi. Et puis les 2 garçons arrivent avec une plante extraordinaire, magnifique, qui a très bien poussé. Et puis le roi commence à les interroger, comment vous avez fait, qu'est-ce que vous avez fait? Et voilà, on a cultivé, on a fait, on a pris, etc., etc. On l'a entretenu, on l'a mis au soleil, à l'ombre, bref. Et puis il s'adresse au petit garçon que sa plante voilà, n'a pas poussé, et lui dit, et toi? Il dit, ben moi simplement, je me suis occupé de tout mon cœur de cette plante, mais la plante n'a pas pris. Alors le roi, devant le regard étonné de tous les ministres, de toutes les personnes présentes, dit, ben voilà, vous pouvez acclamer votre nouveau roi, c'est ce garçon. Ben, tout le monde est étonné, mais il n'a pas sa plante. Et le roi dit, ben oui, effectivement. J'avais donné en fin de compte à ces 3 enfants, j'avais donné une graine stérile, une graine qui ne pouvait pas pousser. Et je voulais tester justement l'intégrité de ces 3 garçons, de ces 3 personnes. Alors certes, ils m'ont apporté une belle plante, ils ont réussi à trouver une certaine manigance pour retrouver la plante, mais pour faire pousser la plante. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'intégrité. Et que ce soit dans la Avodat Hashem ou que ce soit dans toute la conférence que nous venons de passer ensemble, c'est ce point-là, le point des valeurs, c'est réellement le point de l'intégrité de notre moi intérieur, l'intégrité de notre personnalité, si on pourrait l'appeler comme ça, l'intégrité de ce que nous sommes. Alors c'est vrai que parfois ça peut être complètement en décalage avec, avec notre perception, mais en fin de compte, c'est ce qu'il y a de plus important. Et c'est exactement le point des valeurs que nous avons pu travailler ensemble. Et, euh, et donc j'espère que cette conférence vous a apporté quelques éléments de réflexion, en tout cas. Ça a été un très très grand plaisir pour moi de partager ces quelques notions avec vous. Alors je sais, parfois ça va un petit peu vite, mais ce sont des notions profondes que j'essaie de mettre à la portée de tout le monde. Et évidemment que cela en soi, ce sont des bons outils, mais être accompagné par une personne de confiance, c'est également quelque chose d'extrêmement important si vous voulez justement aller plus loin dans tout ce que vous recherchez. Voilà. Donc, si vous voulez qu'on prenne un petit peu de temps pour les questions, alors je ne vois pas l'heure, et d'ailleurs, je ne, voilà, je vais essayer d'arrêter. Enfin, voilà, super. J'essaie d'arrêter l'écran. Voilà, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, vous pouvez le faire à travers le chat ou bien, voilà, si vous voulez me les poser de vive voix. Alors, c'est à vous de me dire. C'est comme vous préférez. Alors, déjà, merci beaucoup, Monsieur Melki, d'avoir investi, j'aime bien dire ce mot, parce que c'est vraiment de l'investissement. Vous avez investi votre temps ce soir pour partager avec nous et c'était super riche et des notions fondamentales que vous avez abordées ce soir. Je sais que c'est pas évident et que c'est un vrai challenge de donner une conférence face à des écrans noirs. Mais en tout cas, je suis vraiment convaincue, et c'est pour ça qu'on fait ça tous les soirs, je suis convaincue que ça apporte énormément. Alors oui, j'ai reçu moi des questions, en tout cas en privé. Je vous ai entendu dire aussi que vous en avez reçu. Donc si vous voulez après les aborder, voilà. En tout Oui, cas, moi je peux alors allez-y, je vous laisse et puis comme ça, entre-temps, ça me laissera le temps de lire un petit peu s'il y a des questions. Et puis, mais voilà, si vous voulez démarrer, comme ça, D'accord. Alors, je vous en une prie. question qui a été posée au tout début de la conférence, c'est comment justement analyser les situations concrètement, sans les lunettes de notre éducation, du regard de l'autre. Voilà, parce que voilà, la personne, elle dit qu'il y a un vrai décalage parfois entre la réalité et ce qui se dit dans notre tête.
Donc, comment faire concrètement pour analyser les situations sans toutes ces lunettes-là? Alors, je vais reformuler la question, alors, déjà pour savoir si j'ai bien compris la question de votre de, de la personne. Alors, en fait, quelque part, la question qui est posée, c'est comment faire pour se défaire de nos croyances ou de nos perspectives du passé pour se lancer justement dans les nouvelles que nous essayons d'avoir dans l'avenir. C'est un petit peu ça la question. Est-ce que c'est... Complètement. Et surtout au présent. Comment Oui. analyser au présent? Alors, c'est à l'image un peu de ce que j'ai proposé dans la conférence. C'est cette série de questions, à savoir, voilà, quelle est ma situation, en quoi cette situation est un problème pour moi, quelles seraient les conséquences pour moi si cette situation persiste et qu'est-ce que je souhaiterais à la place. Donc, quand je me pose ces questions, alors en fin de compte, je commence à rentrer intérieurement et déjà, je commence à identifier de manière plus précise qu'est-ce qui me gêne. Des fois, on ressent une gêne, mais on ne sait pas ce qui nous gêne. Et ça, c'est le premier travail que je suggère. Et le deuxième, c'est ce qu'on a vu en fin de conférence, c'est travailler sur ses valeurs. Alors, plus on se focalise sur un travail personnel et plus on se focalise sur ce que nous recherchons réellement, plus on se défait de ce regard ou de ces croyances antérieures euh, qui ont pu nous gêner à un moment donné de notre parcours. Voilà Ok, pour la réponse. ok, merci beaucoup, Monsieur Melki. Alors, une autre question aussi que j'ai vue 2 ou 3 fois, mais que je vais essayer de formuler en une et même question, Oui. c'est en gros, quel est le bon égoïsme? Je pense que je peux la formuler comme ça. Parce qu'en fait, il y a plusieurs personnes qui nous ont dit, qui ont posé la question de qu'est-ce qui est acceptable ou pas dans le fait de nourrir nos propres besoins et valeurs, justement comme vous l'avez abordé. Euh, où est-ce que ça s'arrête le bon égoïsme et le mauvais, enfin l'égoïsme? Alors, je vais me permettre de faire quelques petites corrections. Alors, déjà, il faut comprendre que euh, si l'égoïsme est synonyme d'exister, alors notre existence, si on remet en question et si on a besoin de légitimer notre existence, c'est que nous allons contre le projet divin, le projet d'Akadosh Baruch Hu. Si Akadosh Baruch Hu nous a mis les 2 pieds sur terre, c'est que nous avons de quoi faire ici. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tout va dépendre. Est-ce que ce que vous appelez dans votre question l'égoïsme, c'est-à-dire le souci de réfléchir de quelle manière je suis structuré, parce que si c'est ça l'égoïsme, alors c'est excellent. Si c'est la façon de réfléchir comment je suis constitué, parce que Dieu m'a donné une certaine façon d'exister, euh, parce que nous ne sommes pas tous les mêmes, nous sommes tous des humains, mais tous des humains différents. Donc, à chacun de déterminer sa façon d'être. Et évidemment que nous avons chacun une parcelle divine, ce qu'on appelle un chelek eloka mimal mamash, mais en fin de compte, cette parcelle divine, c'est une parcelle qui est spécifique, exactement à l'image de la même façon que la vitalité qui est destinée, la vitalité corporelle qui est destinée à l'œil, n'est pas la même qui est celle du bras, de la main, du pied, etc., etc. Donc c'est quelque chose d'extrêmement précis. Donc si ce travail est synonyme d'égoïsme, alors j'ai envie de vous dire, il est obligatoire, il est presque vital. Par contre, si notre égoïsme se déforme et devient de l'égocentrisme, c'est-à-dire que je cherche à assouvir mes propres, mes propres volontés euh, en écrasant ou en détruisant mon entourage, alors à ce moment-là, je ne suis plus en train de cultiver quelque chose de positif, je deviens un élément destructeur. Cela peut être vrai euh, dans dans la sphère religieuse, comme dans la sphère du travail, dans la sphère éducative. Alors ça, évidemment, ça c'est complètement à proscrire. Alors, ce que nous sommes en train de parler dans ces conférences, je pense que
donné une conférence il y a quelque temps qui touchait un peu ce sujet. C'est évident que être dans la réflexion de qui nous sommes et de quelle manière le mieux opérer avec notre entourage et avec nous-mêmes, ça fait partie du projet divin. Sinon, on serait tout simplement des clones de toute l'humanité. Voilà. Ok, très intéressant. Merci beaucoup, Monsieur Melki. Euh, il y a une autre question qui est très intéressante, qui est comment justement aller chercher l'amour, la reconnaissance et l'énergie en soi et pas en l'autre. Ok. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir s'aimer, il faut, il faut savoir que il faut déjà déterminer, que chacun détermine qu'est-ce qu'il recherche. Qu'est-ce qu'il recherche quand une personne dit bah, j'ai besoin d'amour, ça signifie quoi? Amour et affection, c'est pas la même chose. Amour et reconnaissance, c'est pas la même chose. Donc, il faut déjà commencer par déterminer qu'est-ce que j'entends quand je dis amour. Ça, c'est un élément extrêmement important, que ce soit les enfants ou le conjoint. euh, c'est évident parce que parfois on recherche quelque chose et nous-mêmes, on ne sait pas ce qu'on recherche. Donc, la personne qui pose la question pourrait déjà se poser elle-même la question, qu'est-ce que l'amour pour moi? Qu'est-ce que je recherche? Est-ce que c'est un problème pour moi que je cherche cet amour? Quelle serait la conséquence si je ne résous pas ce problème? Qu'est-ce que je voudrais à la place? Donc, comme vous voyez, en fait, les éléments que je vous ai donnés lors de la conférence sont vraiment des éléments ultra concrets pour résoudre ce genre de problème. Maintenant, pour avoir une réponse un peu plus précise, j'ai envie de vous dire que l'amour que on cultive à l'intérieur de nous-mêmes, c'est nous l'avons. Il a peut-être été occulté avec le temps parce que on a peut-être été bafoué, on a peut-être on n'a pas été accepté, ou bien on a eu besoin justement, comme on l'a dit, de toujours prouver que nous sommes dans le contrôle le plus absolu pour pouvoir exister. Et donc, quelque part, on essaye d'éveiller l'amour des autres ou la reconnaissance, dans ce cas, des autres, par le fait que à chaque fois, on arrive à venir avec le Saint Graal et dire, bah voilà, regarde, j'ai fait tout à la perfection. Mais à l'intérieur de nous-mêmes, nous sommes extrêmement tristes parce qu'on n'arrive pas à accepter notre, nos échecs, nos défauts, le fait que nous sommes parfois aussi dans l'imperfection. Et donc, en fait, on développe un manque, bah, tout simplement parce qu'on ne s'accepte pas tel que nous sommes. Alors, on recherche quelque chose, en fait, on recherche de l'amour, mais avant même de rechercher l'amour, il faudrait déjà rechercher à être dans l'acceptation de soi, tel que nous sommes. Ensuite, je détermine qu'est-ce qu'est l'amour pour moi, et après, je le définis en moi. Et si je vois que j'ai besoin d'une tierce personne, d'une deuxième personne, d'un conjoint, d'un ami pour me booster, ben, c'est pas dramatique. Mais on ne peut pas aller à la recherche d'une carence uniquement à l'extérieur. Il faut déjà pouvoir la clarifier en soi. J'espère que j'ai répondu à cette question. Merci beaucoup, Monsieur Melki. Est-ce que c'est ce que vous avez défini pendant la conférence comme la vraie liberté, entre guillemets? Euh, oui, oui, exactement. Ouais, ça rejoint un petit peu ça. Alors, le temps que vous me posez les questions, je J'en ai remarque que encore une dernière. Je vous Ah, laisse vous avez une dernière? Après, oui, une moi, dernière. entre-temps, je vois qu'il y en a quelques-unes qui défilent ici. Alors, après, je vous laisse terminer, puis je lirai les Très bien. questions qui sont sur Alors, le une poste. dernière question que j'ai Je vous reçue, en prie. c'est comment définir nos limites aux autres si ça dépasse notre personnalité à nous? Alors, comment définir nos limites
Est-ce que vous pouvez reformuler comment définir nos limites si... Alors, comment définir nos limites si ça dépasse notre personnalité ou ce qui est important pour nous? Alors, quand vous dites si ça dépasse notre personnalité, je n'arrive pas vraiment à saisir l'intention de la question. Alors, peut-être si la personne qui a posé veut préciser. Bon, Moi, peut-être ce que le... j'entends par là, c'est... Oui, Alors, c'est moi ce que j'entends, mais oui. peut-être c'est ce qui est important pour moi ou ce qui... En fait, quelque part, s'il y a une limite, si c'est important pour moi, c'est que déjà, j'ai réussi à l'identifier. Après, peut-être la question de la personne, c'est de savoir comment ensuite le faire savoir à mon entourage. Euh, mais après, ça, c'est une question de méthode. C'est plus une question fondamentale, c'est une question de méthode. C'est qu'une fois, par exemple, que pour moi, je pourrais vous donner un exemple. Euh, donc, j'ai eu une fois une personne qui est venue euh, en accompagnement et qui me disait qu'il avait une proposition de travail très, très, très intéressante. Mais cette proposition de travail était voilà, dans une thématique qui ne correspondait pas trop à l'esprit dans lequel il vivait, parce que tout simplement il était religieux, etc. etc. Bon, alors, d'un côté, il avait donc la proposition de travail, donc de l'argent. D'un autre côté, il avait son idéal, on va dire sa religion. Alors ici, la question qui devait se poser, c'est simple. C'est quelle est ta valeur? En fait, ta valeur te permet aussi d'établir ta limite. Si ma valeur, c'est mon intégrité, mon honnêteté et le fait d'être juste, le fait de ne pas être en désaccord avec moi-même. Alors, même si j'ai 1 million d'euros à gagner à côté, si c'est pour faire un trafic, bah, je ne le ferai pas. Par contre, d'un autre côté, si mes valeurs sont placées autrement, alors le choix sera différent. Donc, si la limite dans le sens de la question de la personne va un petit peu dans cette direction, alors la valeur détermine par elle-même la limite. Par contre, évidemment, si c'est une question qui concerne le couple, alors à ce moment-là, il y a les valeurs personnelles et ensuite il y a les valeurs mutuelles. Et les valeurs mutuelles, c'est quelque chose qui se travaille ensemble. Alors évidemment qu'il y a chaque individu a sa propre échelle de valeurs. Et une fois qu'on est un couple, on doit établir aussi une échelle de valeurs commune qui est cohérente. Voilà. J'espère avoir répondu à la question de la personne. Allô? Oui, oui. Ouais, Voilà, je sais pas, elle nous a rien dit encore, peut-être qu'elle va... d'accord. Ah, elle a mis un pouce. Ah, ok, bon, bah, écoutez, super. Merci Alors, beaucoup. j'ai juste, alors, je vois qu'il y a ici encore quelques questions. Alors, 2 petites minutes. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, j'ai une question un peu longue. Alors, un petit instant, patientez le temps que je lis. Ok, bon, j'ai une personne qui me pose la question suivante. Il y a une personne qui me dit, ben, parfois, moi, je veux payer pour un service. Je veux me trouver face à une situation dans laquelle je voudrais que tout soit parfait. Et quelque part, en fin de compte, je remarque que la conséquence de tout ça, c'est que je suis insatisfait ou insatisfaite, un masculin, un féminin, comme ça on ne sait pas qui pose la question. Donc, et donc là, de toute façon, sur le fait accompli, je ne peux rien changer, mais quelque part, je suis dans une frustration. Alors la question qui est posée, c'est est-ce que ça veut dire que la personne pose la question, est-ce que ça veut dire que je suis trop dans le contrôle, comme on a dit, ou bien il y a une difficulté
comment on appelle ça, de communication, ou bien un manque de considération. Voilà. C'est un peu ça la question. Alors, pour répondre à cette question, il y a 2 ou 3 éléments. Alors, le premier, c'est que être dans le contrôle, alors c'est évident qu'il y a une part que je suis dans le contrôle, parce que quelque part, si la conséquence n'est pas exactement celle qui est attendue, c'est que forcément, je serai dans l'insatisfaction. Donc c'est, comme on l'a dit au début, si dans le cas où je suis dans quelque chose qui est beaucoup trop dans le contrôle, alors je développe forcément un manque à l'intérieur de moi-même. Par contre, le travail que je pourrais faire, c'est de me poser la question, qu'est-ce qui fait que si je fais un événement et pas tout se passe exactement comme je le souhaiterais, qu'est-ce qui fait que je me retrouve dans cette tristesse, dans cette angoisse, dans ce manque de satisfaction, etc. Donc, il faut se poser cette question. Qu'est-ce qui fait que? Quelle est l'origine de ce problème? Quelle est l'origine de cette difficulté? Après, on se pose à nouveau la question. Alors, en quoi est-ce un problème pour moi? Pourquoi c'est un problème? Alors, admettons que j'ai prévu quelque chose et en fin de compte, c'est pas du tout comme ça. Voilà. Il y a quelque temps, on a organisé, voilà, il y a un peu plus d'un an, je parle d'un exemple personnel, on a organisé quelque chose ici, chez nous à la maison. On avait fait une très belle table à l'extérieur et puis je ne sais pas d'où, il y a eu un vent tellement fort que tout était en train de partir de partout. Voilà, on attendait une vingtaine, 25 personnes. Voilà, tout partait de partout. Ok, bon, bah, j'ai prévu quelque chose, nous avons prévu quelque chose. Le programme a été changé. En fait, ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est quoi maintenant ce qui m'intéresse? Est-ce que ce qui m'intéresse, c'est de passer un bon moment avec mes amis, avec les personnes que j'ai invitées? Ou ce qui est le plus important pour moi, c'est peut-être l'image que j'ai, c'est le fait que maintenant, je dois commencer avec mes invités à débarrasser toutes les tables et les rentrer à l'intérieur euh, pour ne pas me retrouver dans un torrent de pluie à l'extérieur. Mais ça, encore une fois, ça rejoint l'échelle des valeurs. Parce que la question que je dois me poser, c'est le fait que j'ai organisé cet événement, c'est pourquoi? C'est pour me faire plaisir ou c'est parce que je veux passer un bon moment avec mes amis? Alors, qu'est-ce que signifie pour moi avoir du plaisir? Est-ce qu'avoir du plaisir, en fait, c'est juste essayer d'avoir de l'acclamation, des acclamations, ou juste avoir de la satisfaction personnelle de mes réussites? Alors, est-ce que je dois prendre en otage, ou je dois être assujetti à tous les aléas pour pouvoir avoir cette satisfaction? Ou bien peut-être ma satisfaction, ben oui, peut-être c'était pas exactement comme je l'avais prévu, mais je dépasse cet état émotionnel pour me retrouver à profiter avec les amis. Bah, et ça sera une expérience drôle de devoir déménager toutes les tables en dernière minute. Alors encore une fois, c'est ce travail que j'ai proposé lors de la conférence. Alors je comprends que vous avez beaucoup de questions à ce sujet, mais ce que je vous suggère vraiment, c'est d'essayer de mettre en pratique ce travail. C'est un travail qui demande du temps. On n'y arrive pas tout le temps. Des fois, on ne peut pas le faire sur un instant T quand la chose arrive. Mais si on le fait après, alors au moins, on sera prêt pour la prochaine fois. Voilà, je vois qu'il y a une autre question. J'espère avoir répondu. Alors, si le conflit entre valeurs personnelles et valeurs du couple, comment procéder au niveau des questions à se poser pour les résoudre? Bon, alors, ce que je propose pour cette question, c'est que, alors effectivement, tout ce qui concerne le couple, alors évidemment, c'est utile aussi pour le couple, mais déjà, c'est ce qu'on appelle faire commencer par les valeurs communes. C'est très important de commencer par les choses qui sont positives, les valeurs communes. Qu'est-ce qu'on a de commun? Est-ce qu'on se met d'accord déjà sur deux valeurs communes? Après, quelles sont les valeurs sur lesquelles on est en désaccord? Mais fondamentalement, en quoi est-ce un problème pour nous? Quel est mon problème? Quel est le tien? Qu'est-ce qui ne va pas? En fonction de ça, on va remonter en fait à l'état émotionnel. Qu'est-ce qui crée en moi? Qu'est-ce qui fait que
je sois dans cet état quand tel et tel événement arrive. Et puis, trouver cette valeur commune qui pourrait être la jonction entre les deux personnes, entre les conjoints. Voilà, je vais devoir écourter un petit peu. Alors, je sais qu'il y a certainement encore beaucoup de questions, mais on va devoir conclure. J'ai beaucoup apprécié de passer ce moment avec vous. Je vous remercie énormément pour votre attention, votre participation. Est-ce qu'il y a un mot de la fin, mademoiselle Bentolila? Oui, bien sûr. Oui, Déjà, je vous remercie pour cette conférence. C'est sûr qu'avec les questions qu'on a reçues, que vous avez reçues, on pourrait en faire chacune une conférence parce voilà. il y a tellement de Ouais. questions intéressantes. Mais voilà, comme vous avez dit, on est obligé de s'écourter. Et en tout cas, c'était un immense plaisir de vous retrouver Merci. et au plaisir de vous revoir une prochaine fois. Merci beaucoup, Monsieur Melki. Merci beaucoup. Excellente soirée. À très bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir.